Dans l'exercice numéro 1, on dispose d'une urne A contenant 6 boules numérotées 7, 10, 12, 15, 24, 30 et d'une urne B contenant 9 boules numérotées 2, 5, 6, 8, 17, 18, 21, 22, 25. Les boules sont indécernables au toucher. On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Premièrement, il fallait faire une petite phrase d'introduction. Comme les boules sont indécernables au toucher, nous sommes dans une situation d'équiprobabilité. Nous pouvons utiliser la théorie des probabilités, du moins celle apprise en troisième. Dans l'urne A, la probabilité de tirer un nombre pair, il suffit de compter. Il y avait 10, 12, 24 et 30 qui étaient des nombres pairs, donc les boules numérotées avec ces nombres étaient le nombre de cas favorables, soit 4 boules. Le nombre total de boules, c'était 6. Donc la probabilité d'obtenir un nombre pair était de 4 sixièmes. On simplifiait, ça faisait 2 tiers. Il y avait des points pour la simplification. Pour la deuxième question, on tire une boule dans l'urne B. Justifiez que la probabilité d'obtenir un nombre premier est 1 tiers. Dans la seconde urne, les nombres premiers étaient 2, 5 et 17, soit 3 boules, c'était le nombre de cas favorables. Le nombre total de boules était 9, donc la probabilité de tirer un nombre premier est de 3 neuvièmes. Après simplification, ça nous donne un tiers. Là aussi, il fallait simplifier. Pour la question 3, quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 6? Dans l'urne A, il y avait 12, 24 et 30, soit 3 boules, c'était le nombre de cas favorables. Et dans l'urne B, il y avait 2 boules, 6 et 18. Conclusion, l'urne A contient plus de boules dont le numéro est un multiple de 6. Donc ça, on passe à la question 4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 est la même quelle que soit l'urne choisie. Dans l'urne A, il y avait 24 et 30 comme nombre supérieur ou égal à 20, soit 2 boules, c'était le nombre de cas favorables. Il y avait 6 boules en tout sur l'urne A. Par conséquent, la probabilité de tirer un nombre supérieur ou égal à 20 était de 2 sixièmes, soit 1 tiers. Ici, je me suis permis d'écrire vite fait. Normalement, je devrais poser un événement pour que ça soit un peu plus joli. La notation n'est pas vraiment standard, j'aurais dû l'écrire en français. En ce qui concerne l'urne B, les nombres supérieurs ou égal à 20 sont 21, 22 et 25, donc 3 boules, ça représente le nombre de cas favorables. Le nombre de cas total est de 9, car il y avait 9 boules dans l'urne B. Donc la probabilité de tirer un nombre supérieur ou égal à 20 dans l'urne B est de 3 neuvièmes, soit 1 tiers. Les deux probabilités sont égales, et donc on a bien vérifié ce qui a été annoncé. La question 5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B, on décide d'ajouter une boule numéro 50 dans chacune d'entre elles. Autrement dit, on rajoute le numéro 50 dans l'urne A et un numéro 50 dans l'urne B. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 20 est-elle toujours égale, quelle que soit l'urne choisie? Donc, en nouvelle composition, le nombre de boules supérieur ou égal à 20 dans l'urne A était de 3, donc c'était le nombre de cas favorables, mais le nombre de boules totales était passé à 7. Par conséquent,
La probabilité de tirer un nombre supérieur ou égal à 20 dans l'urne A est de 3/7, soit environ 0,43. Pour l'urne B, en rajoutant une boule, le nombre de boules totales dans l'urne est de 10, et il suffit de compter le nombre de cas favorables. Il y avait 21, 22, 25, 50, donc il y avait 4 boules numérotées avec un nombre supérieur ou égal à 20. La probabilité de tirer une boule dans l'urne B supérieure ou égale à 20, numérotée par un nombre supérieur ou égal à 20, est de 4 dixièmes, soit 0,4. Conclusion, les probabilités sont différentes, donc la probabilité n'est plus la même selon l'urne choisie. Et voilà ce qui finissait le premier exercice. L'exercice numéro 2 était un mélange de géométrie et, en première partie A, et de statistiques dans la partie B. Cette année, les professeurs de PS proposent aux élèves un équathlon, c'est-à-dire une course à pied suivie de natation. Le parcours de la course à pied est représenté par le dessin ci-dessous. Le dessin n'est pas à l'échelle. Le parcours est représenté par ACDEB avec comme point de départ A et comme point d'arrivée B. Les points A, C et B sont alignés, les points A, D et E sont alignés. ADC est un triangle rectanglant A et nous avons les mesures. La première question était de justifier que la distance AD mesurait bien 200 mètres. Les points A, D et E sont alignés. Et pour être précis, on aurait dû dire que le point D appartient au segment AE, car il pourrait être aligné dans l'ordre AED. Et dans ce cas-là, on n'aurait pas ce calcul. Quoi qu'il en soit, le point D appartient bien au segment AE. Par conséquent, la distance AD est égale à la distance AE moins la distance DE, soit 250 mètres moins 50 mètres, c'est bien égal à 200 mètres. Calculer la longueur CD. Le triangle ADC est rectangle en A, donc on utilise le théorème de Pythagore. D'après le théorème de Pythagore, on a l'égalité CD au carré, la distance CD au carré est égale à AC au carré plus AD au carré, soit 480 au carré plus 200 au carré. On fait le calcul, ça me donne 270 400. CD est donc égal à la racine de 270 400, soit 520 mètres. Ceux qui ont oublié d'écrire l'hypothèse, ADC est un triangle rectangle en A, ou ont oublié de dire que l'on se plaçait dans le triangle ADC, auront des points en moins. Dans la question 3a, on nous demandait les droites CD et BE sont-elles parallèles? Donc dans ce cas, une sorte de petit réflexe, on va utiliser soit la réciproque du théorème de Thalès, soit la contraposée. Premièrement, on est censé vérifier les hypothèses. Je ne les ai pas écrites ici parce que c'est un speedrun, mais vous êtes censé dire et écrire les points ADE d'une part et les points ACB d'autre part sont alignés dans le même ordre. On rajoute en général, même si ce n'est pas obligatoire dans cet exercice, les droites ED et la droite CB sont séquentes en A. Maintenant, il nous reste à effectuer un calcul pour vérifier toutes les hypothèses. Donc on calcule les rapports AE, donc la distance AE divisée par la distance AD, ça fait 250 divisé par 200, ce qui nous donne 0,8. Donc d'une part, on avait ce calcul, d'autre part, la distance AB divisée par la distance AC égale 600 divisé par 480, ça fait aussi 0,8. Comme ces deux rapports sont égaux, toutes les hypothèses
de la réciproque du théorème de Thalès sont vérifiées et on a bien, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites CB et BE sont parallèles. Attaquons la question 3b. La mesure de l'angle ACD est-elle supérieure à 20 degrés? Dans le triangle ADC, rectangle en A, donc vous mettez bien cette hypothèse, hein, vous pouvez même faire une phrase un peu plus construite, nous nous plaçons dans un triangle rectangle, donc nous pouvons utiliser les formules de trigonométrie du triangle rectangle, voilà, ou les formules de trigonométrie de base, ou les formules de trigonométrie de troisième, peu importe. Donc, dans le triangle ADC, on voulait la mesure de l'angle ACD. Qu'est-ce que l'on remarquait? C'est que l'on connaissait AD, c'est-à-dire la mesure du côté opposé à cet angle, et on connaissait aussi la mesure du côté adjacent. Par conséquent, nous allons utiliser tangente. Tangente de ACD est égale à côté opposé, du moins la longueur du côté opposé, donc AD divisé par AC, la longueur du côté adjacent, 200 divisé par 480, ce qui donne environ 0,416. Ensuite, il suffit d'utiliser sa calculette pour appliquer l'arc tangente et ça nous donnait 22,7 degrés. L'angle est bien supérieur à 20 degrés. La question 3C, c'était est-ce que le parcours est validé? C'est un mélange de questions de logique et qui se sert en plus de la question précédente. Oui, car les droites CD et BE sont parallèles et l'angle ACD est supérieur ou égal à 20. Donc le parcours est bien validé car c'était les hypothèses qui étaient données dans l'énoncé. Dans la partie B de l'exercice 2, on avait une épreuve de natation, il s'agissait de nager une distance de 200 mètres et on avait les temps des élèves qui étaient donnés, de 9 élèves qui étaient donnés. Quel est le temps médian de cette série? Premièrement, il fallait remarquer que les temps étaient déjà classés, donc pas besoin de remettre dans l'ordre. Il y a 9 temps, par conséquent, la médiane est la valeur de rang grand N plus 1, le tout divisé par 2, grand N étant l'effectif total, c'est-à-dire 9, 10 divisé par 2, ça fait 5, par conséquent, la médiane est la valeur de rang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la médiane de cette série est la valeur 6 minutes, le temps médian est le 5e temps de cette série, ou plutôt la valeur de rang 5 de cette série statistique, c'est-à-dire 6 minutes. Ensuite, on nous disait, un poisson rouge nage à 5 km/h, nage-t-il plus vite que l'élève le plus rapide? Donc, il fallait repérer quel était l'élève le plus rapide. L'élève le plus rapide, c'est celui qui fait le temps le plus bas, ou le temps minimal, c'est-à-dire 5 minutes 30. Il fallait convertir le temps en secondes, c'était assez facile, 5 fois 60 plus 30, ce qui nous donnait 330 secondes pour 200 mètres. Ensuite, on utilisait bien sûr la formule de base, V égale D sur T, la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Et ceci nous donnait tout simplement une vitesse de 0,61 mètres par seconde.
Pour pouvoir comparer à la vitesse de nage du poisson rouge, il faut convertir ces mètres par seconde en kilomètres/heure, autrement dit multiplié par 3,6. Car il y a 3600 secondes en 1 heure et 1 km c'est égal à 1000 mètres. Par conséquent, on multiplie par 3600, on divise par 1000, finalement on multiplie par 3,6. Cela nous donnait 2,18 km/h. Conclusion, le poisson rouge nage à 5 km/h, donc il nage plus vite que l'élève le plus rapide à la natation. Je vais commencer par corriger le QCM. Bon, il y avait une seule réponse qui était possible ici. La première question, c'était le prix de 3 melons coûte 8,40. Combien coûte 5 melons? C'est une question de proportionnalité, c'est assez direct. 3 melons coûtent 8,40. 5 melons coûtent combien? On fait une quatrième proportionnelle ou un produit en croix. Ça nous donne 8,40 fois 5, le tout divisé par 3. Ce qui nous donne 14 €. La bonne réponse est donc la C. La deuxième question était: quelle transformation permet de passer de la figure 1 à la figure 2? Pour cela, il suffit juste de prendre quelques points et de regarder les images. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que on a des parallèles. Autrement dit, si je note A, le point est A' l'image, et B, un point est B' son image, par cette transformation, ben, on a la droite A' qui est parallèle à la droite BB'. Si c'était une symétrie centrale, elle se croiserait. Si c'était une rotation, de même. Une translation aurait simplement gardé la forme de la figure et son orientation, c'est pas le cas. Par conséquent, c'est une symétrie axiale. Et l'axe passe par le milieu de ces segments et il est perpendiculaire. L'axe de symétrie ressemble à la droite que je viens de dessiner en rouge. La bonne réponse était la D, symétrie axiale. On attaque la question 3 du QCM. Un article coûte 350 €, son prix augmente de 20%. Quel est son nouveau prix? Formule de l'augmentation. Ancien prix fois 1 plus le taux sur 100, autrement dit 20 sur 100, ça nous fait 350 fois 1,2, soit 420 €. La bonne réponse était la réponse A. Dans la question 4 du QCM, on nous demandait quel est l'aire du triangle ABC. C'est un triangle rectangle, donc base fois hauteur divisé par 2. Il suffit de prendre les côtés. AB fois BC divisé par 2. Ça donnait 6 fois 4,5 divisé par 2. Autrement dit, 13,5 cm². La bonne réponse était la B. La question 5 était de donner la forme développée et réduite de l'expression 2x plus 3 facteur de x moins 4.
Ça nous donnait 2x fois x plus 2x fois moins 4 plus 3 fois x plus 3 fois moins 4. Autrement dit, 2x carré moins 8x plus 3x. Et 3 fois moins 4, ça faisait moins 12. On va regrouper les deux termes en x. Ça nous donnait 2x carré moins 5x moins 12. La bonne réponse était la réponse A. Dans la dernière question du QCM, la question 6, on demandait quel est le volume de cette pyramide à base rectangulaire. Le volume de la pyramide, c'est R de la base fois la hauteur de la pyramide, le tout divisé par 3. La base étant un rectangle, l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc ici, 4 fois 7. 4 fois 7 fois la hauteur qui est de 12. Le tout divisé par 3. Ce qui nous donnait 112. La bonne réponse était 112 cm3. Dans l'exercice numéro 4, on avait la situation suivante. Au club Math7 Magie, on s'amuse à créer des programmes de calcul plus ou moins magiques. Le programme de Zoé, voici le programme de Zoé qui était écrit sur le côté. Ici, choisir un nombre, soustraire 4, multiplier par 2 et ensuite ajouter 8. On doit vérifier que si on choisit le nombre 10 comme nombre de départ, on obtient 20 avec ce programme. Ensuite, on nous demande quel résultat obtient-on avec ce programme si on choisit 7 comme nombre de départ. La troisième question de la partie A, c'est Zoé prétend que son programme est magique car quel que soit le nombre choisi, le résultat est toujours le double du nombre de départ. A-t-elle raison? Donc, nous allons voir cela. J'ai réécrit le programme de Zoé de façon à que ça soit plus lisible, tout simplement avec étape par étape, c'est-à-dire soustraire 4, multiplier par 2, ajouter 8. Donc, dans un premier temps, nous allons nous intéresser à ce qui se passe avec 10. Le nombre choisi est 10. Je lui soustrais 4, donc 10 moins 4, ça donne 6. Je multiplie le résultat précédent par 2. 6 fois 2, ça fait 12. Et je lui ajoute 8. 12 plus 8, ça fait 20. On peut aussi l'écrire de façon linéaire. Par conséquent, on obtient bien le résultat souhaité. Maintenant, je reprends le calcul avec moins 7. Donc là, je pointe en vert. Le nombre de départ est moins 7. Je lui soustrais 4, autrement dit, moins 7 moins 4, ça fait moins 11. Je multiplie le résultat par 2. 2 fois moins 11, ça fait moins 22. Et ensuite, je lui ajoute 8, ce qui nous donne moins 14. Il faut remarquer que sur les deux premiers résultats, on double le nombre de départs. Maintenant, nous allons le démontrer pour n'importe quelle valeur.
Et pour faire ceci, on va tout simplement choisir x comme nombre de départ, sous-entendu un nombre arbitraire. Je soustrais 4, nombre de départ qui est x, donc ça me donne x moins 4. Je multiplie par 2. Il faut bien faire attention. Ici, quand je dis je multiplie par 2, ça signifie que je multiplie par 2 le résultat précédent. Par conséquent, il ne faut pas oublier les parenthèses, et donc on effectue une simple distributivité. Et ça me donne 2 fois x plus 2 fois moins 4. Je développe et je réduis, et ça nous donne 2x moins 8. Dernière étape, on ajoute 8, et ça nous donne 2x, puisque 2x moins 8 plus 8, moins 8 plus 8, ça s'annule, et il ne reste plus que 2x. Par conséquent, quel que soit le nombre de départ, le résultat va être 2x. On obtient donc toujours le double du nombre de départ. Et oui, Zoé a raison, son programme est bien magique en ce sens-là. Continuons l'exercice. Dans la partie B, on a le programme de Fred. Fred décide de faire son programme de calcul sur Scratch. On nous demande de démontrer que si le nombre de départ est x, le résultat obtenu par le programme de Fred est 20x plus 50. Donc, nous allons analyser ligne à ligne. Premièrement, dans la phrase, quand le drapeau est cliqué, donc ça lance le programme. Ensuite, on me demande de choisir un nombre. Je choisis le nombre x. Entre parenthèses, je choisis un nombre quelconque. Ensuite, mettre dans résultat la réponse fois 4. Autrement dit, la réponse que l'on a donnée à la seconde ligne, que l'on a tapé au clavier, va être multipliée par 4 et va être stockée dans la variable résultat. Ce qui veut dire que ici, résultat va être égal à 4x. Ensuite, on stocke encore dans la variable résultat plus 10. Autrement dit, on rajoute 10 au résultat précédent qui était 4x. Ça nous donne 4x plus 10. Ensuite, on stocke encore dans la variable résultat le résultat, sous-entendu le résultat précédent, fois 5. Donc on va multiplier par 5 le résultat précédent. Quand on dit multiplier par 5 le résultat précédent, il faut bien faire attention à ne pas oublier les parenthèses, et par conséquent, on fait une simple distributivité, 5 fois 4x, plus 5 fois 10, et donc ça me donne 20x plus 50. On a bien le résultat attendu dans la question. Dans la question suivante, on nous demandait quel nombre faut-il choisir au départ pour obtenir 75 avec le programme de Fred. Étant donné que le programme de Fred transforme le nombre x en 20x plus 50. Si l'on souhaite avoir 75 comme résultat, il faut résoudre l'équation 20x plus 50 égale 75. Donc on va le faire étape par étape. Première étape, on soustrait 75. Première étape, on soustrait 50 des deux côtés de l'équation. Et donc 20x plus 50 moins 50, 50 moins 50 ça fait 0, égale 75 moins 50, ce qui nous donne 20x égale 25. Ensuite,
On divise des deux côtés l'équation par 20 pour pouvoir supprimer 20. Et donc, ça nous donne, quand on simplifie, hop, hop, x égale 25 sur 20. Il ne nous reste plus qu'à simplifier la fraction. X égale 5 quarts. C'est une simplification par 5, car 5 fois 5, 25, 5 fois 4, 20. On peut aussi l'écrire sous forme décimale, ce qui nous donne x égale 1,25. Conclusion, pour que le programme affiche 75, il faut entrer comme valeur de départ x égale 1,25 ou x égale 5 quarts. On passe à la dernière question. Constatant que son programme n'a rien de magique, Fred souhaite le modifier afin que le résultat soit toujours 20 fois plus grand que le nombre de départ. Recopier et compléter sur la copie la 6e ligne du programme pour que ce soit le cas. Vous pouvez remarquer que c'est le programme de tout à l'heure, mais il y a juste une ligne supplémentaire. Ce qui fait que si on s'arrête juste avant, ce qui a stocké dans la variable résultat, si on prenait x comme nombre, ça serait 20x plus 50. Et pour obtenir 20 fois le nombre de départ, il suffirait juste d'annuler ce 50. Donc, dans la dernière ligne, qu'est-ce qu'il faudrait écrire? Tout simplement, mettre dans la variable résultat, résultat moins 50. Et par conséquent, il ne restera plus que 20x. Cette instruction retranche 50 du résultat final et assure que le programme affiche désormais 20 fois le nombre de départs, quel qu'il soit. Voilà ce qu'il en est pour le programme de Fred. Ceci était la dernière question de cet exercice. Terminons par l'exercice 5. Un garage propose deux options au client. Option d'achat, prix d'achat de la voiture 22 400 € et une assurance obligatoire de 75 € par mois. L'option location, 425 € par mois, assurance comprise. L'objectif de cet exercice est de comparer ces deux options. La première question est montrer qu'avec l'option achat, la dépense à la fin de la première année est de 23 300 €. Premièrement, il y a le prix d'achat de la voiture, 22 400 € et une assurance mensuelle de 75 €. La première année signifie 12 mois, les 12 premiers mois. Comme l'assurance est mensuelle, on calcule 75 fois 12, ça fait 900 €. Et ensuite, il suffit d'ajouter, pour avoir le total des dépenses de la première année, le prix d'achat de la voiture plus les 900 € d'assurance. Ça nous donne bien 23 300. Conclusion, la dépense est bien de 23 300 € à la fin de la première année. La deuxième question était, après 36 mois, calculer l'économie réalisée par le client s'il choisit l'option location. Pour pouvoir comparer, on va prendre l'option d'achat, le prix d'achat initial de 22 400 €, nous indiquer une période de 36 mois. Donc si on veut calculer le coût de l'assurance sur 36 mois, on fait 75 fois 36, car l'assurance coûte 75 € par mois, et nous obtenons 2700. Le coût total sur 36 mois avec option achat
est tout simplement de 22 400 plus 2700, soit 25 100 euros. Par ailleurs, on pouvait remarquer que ce montant était également confirmé par le tableau fourni dans l'énoncé. C'était la cellule D2, donc vous n'étiez même pas obligé de faire le calcul, vous pouvez le faire vraiment à cette vitesse-là. D'après le tableau, c'est 25 100 euros que doit payer la personne au bout de 36 mois. Et l'option location, le coût mensuel est de 425 euros, assurance comprise. Donc le coût total sur 36 mois est de 425 euros x 36, soit 15 300 euros. On voit bien qu'il y a un écart assez important et que l'option location coûte moins cher. Effectuons le calcul de l'économie réalisée. Coût option achat moins coût location. Ça va nous donner l'économie réalisée est égale à 25 100 moins 15 300, soit 9 800 euros. On fait une petite phrase de conclusion. Après 6 mois, le client réalise une économie de 9 800 euros s'il choisit l'option location plutôt que l'option achat. Dans la troisième question de la partie A, afin de comparer les dépenses correspondantes à ces options, le client a réalisé le tableau suivant à l'aide d'un tableur. Donc on voit le tableau. Quelle formule doit être saisie dans la cellule B3, étendue jusqu'à la cellule F3 ou étirée jusqu'à la cellule F3 et qui permet de compléter le tableau. Tout simplement, on sait que le coût mensuel de l'option location est de 425 euros. Par conséquent, il suffit tout simplement de prendre le nombre de mois et de le multiplier par 425. Alors il suffit d'écrire dans la case B3 B1 fois 425 et il ne faut pas oublier le égal car on est dans un tableur. Ainsi, la case B3 sera égale à B1 fois 425 et lorsqu'on va étirer, la case C3 va être égale à C1 fois 425, la case D3 va être égale à D1 fois 425 et ainsi de suite. Finalement, lorsqu'on étire la formule, on peut remplir tout le tableau. Finalement, attaquons la dernière partie, c'est-à-dire la partie B du dernier exercice, l'exercice 5 du brevet. On souhaite maintenant modéliser les deux options précédentes par des fonctions. On note X, la durée écoulée en mois depuis la livraison de la voiture. La fonction G, permettant de calculer la dépense correspondant à l'option location, peut s'écrire sous la forme G de X égale 425X, car la location coûtait 425 euros par mois, donc étant donné que X est le nombre de mois, 425 fois le nombre de mois correspond à 425X. Il n'était pas demandé de justifier que G de X avait pour expression 425X. Déterminer l'expression de f de x permettant de calculer la dépense correspondant à l'option achat. Pour déterminer l'expression de f de x pour l'option achat, il suffit premièrement de considérer le prix de base, qui était de 22 400, et ensuite de ne pas oublier que l'assurance coûtait 75 euros par mois. Or, le nombre de mois était x. Par conséquent, f de x a pour expression 22 400 plus 75x. La dernière question était sur le graphique de la page suivante. J'ai rapproché le graphique pour que vous puissiez le voir.
On a tracé les courbes représentatives CF et CG des fonctions f et g. Autrement dit, CF est la courbe représentative de f et CG la courbe représentative de g. Par lecture graphique, déterminer à partir de combien de mois l'option achat est la plus avantageuse. Il suffit de regarder le point d'intersection et en réalité, il suffit de se dire que les prix les plus bas, c'est le fait que la courbe représentative est la plus basse. En réalité, elle est en dessous de l'autre. Par conséquent, à partir de cette valeur, c'est-à-dire le nombre de mois que l'on peut lire en abscisse, alors l'option achat est la plus avantageuse. On remarque que graphiquement, ça fait à peu près 62. J'avertis, toutes les valeurs entre 60 et 70 sont pratiquement acceptées, puisque là, c'est vraiment de la lecture purement graphique et qu'il y a toujours un petit décalage par rapport à la réalité, ou du moins, il peut en avoir un. Il faut imaginer que ce n'est pas du papier millimétré, donc ça peut poser problème. Maintenant, nous pouvons vérifier ceci par le calcul. Le point d'intersection entre CF et CG a une particularité, c'est que son abscisse est la solution de l'équation f de x égale g de x. On va effectuer ce calcul et vérifier. Nous savions que l'expression de f de x est 22 400 plus 75x. Nous savons que l'expression de g de x est 425x. Donc, résoudre l'équation f de x égale g de x pour trouver x, l'abscisse du point d'intersection, qui va correspondre au nombre de mois, c'est résoudre cette équation-là. Alors vous êtes assez libre pour le faire, vous pouvez faire passer 75x par exemple de l'autre côté, c'est-à-dire on soustrait 75x des deux côtés, et ça nous donne 22 400 égale 425x moins 75x, soit 350x. Ainsi, x est égal à 22 400 divisé par 350, ça fait 64 mois. Vous pouvez voir que graphiquement, j'étais pas loin, j'avais dit 62, juste par lecture graphique. Bon. J'ai fait semblant de ne pas connaître la réponse, mais passons. Si vous avez indiqué 62 mois par lecture graphique, c'était accepté. Donc l'option achat devient plus avantageuse à partir du 64e mois. Et voilà la question qui concluait le brevet.